Bonjour à tous. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous aurons le temps de parler sur le défi du Congo. Comme nous le savons, nous avons plusieurs défis dans notre pays, la RDC. Mais aujourd'hui, dans notre émission, nous aurons le temps d'épingler quelques-unes et de parler en général du défi du Congo. Bienvenue, notre émission commence bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de Club à Clic. Comme vous le savez, aujourd'hui nous allons parler d'un topic très intéressant qui est le défi du Congo. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de Monsieur Prince Mounbeke. Bonjour Monsieur Prince. Bonjour les journalistes. Vous allez bien? Très bien. Sans plus tarder, nous allons commencer notre émission. Nous allons apprendre beaucoup aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien assis, vous êtes bien installés sur votre chaise, dans vos fauteuils. Alors, nous allons commencer par, premièrement, savoir qui est notre invité. Nous allons essayer d'apprendre sur notre invité. Monsieur Prince. Voilà, je me présente, Prince Mounbeke. Je vais parler avec vous en tant que politicien. Je vais parler avec vous en tant que politicologue. Je vais parler avec vous en tant que sociologue, celui qui veut éduquer la société. Je vais parler avec vous en tant qu'historien. Je vais parler avec vous en tant que psychologue. Je vais parler avec vous en tant que poète. Et pourquoi pas parler avec vous en tant que patriote, nationaliste, qui aime sa nation et qui est venu ici pour parler de sa nation. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Prince. Comme nous l'avons tous entendu, il est idéologue, il est aussi philosophe. Nous allons aller deep dans notre topic, qui est le défi du Congo. Ok, pour commencer, on entend parler du défi du Congo. Peut-être c'est le mot français qui complique les gens et tout, mais essayons d'entrer un peu en profondeur selon la connaissance que vous avez. C'est quoi les défis? Quand on parle du défi du Congo, qu'est-ce qu'on voit? Dans notre pays national, je crois qu'il y a tout un message et toute une alliance. Okay. En fait, qui dit que nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. C'est un défi que le Congo, justement, nous lance en tant que peuple. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Assurer la grandeur du Congo, c'est ça le défi du Congo. Et le défi du Congo ne se résume pas sur ça. C'est vice-versa. Et ça concerne la nation, ça concerne le peuple. En fin de compte, un grand philosophe africain, Frank Fanon, avait dit ceci. L'Afrique est en forme de revolver dont la gâchette, le percuteur, se trouve au Congo. Et ce que j'aimerais que les interlocuteurs qui sont ici puissent comprendre justement le destin qui est le leur, le destin de leur nation, qui est leur destin, et qui se positionne par rapport à ce destin-là. En fait, le conflit, c'est ce paradoxe qui fait que le concerné, celui qui est censé être le doigt de la gâchette, le Congolais, n'est pas informé, suffisamment informé sur ça. Il ne se comporte pas par rapport à ces défis. La gâchette de l'Afrique, le rôle central, le rôle pivot, être un peuple non seulement historique, mais complètement décisif. Alors, en fin de compte, le défi congolais, c'est celui-là, en fin de compte, amener la nation à devenir une nation civilisation. Okay. C'est pourquoi il est au cœur de l'Afrique. Devenir une nation civilisation. Je vous expliquerai ce que ça veut dire. Merci beaucoup pour cette introduction. Mais j'aimerais quand même, avant de toucher à la civilisation dont vous avez parlé de peupler le Congo, qui est comme nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Je peux dire que la RDC est déjà peuplée, mais est-ce que cette grandeur était assurée? C'est ce qui me plaît beaucoup.
Yeah. Votre question est tellement meilleure puisqu'elle m'amène à m'exprimer correctement. D'accord. Elle remet la pendule à l'air. Oui. En fait, nous peupllerons ton sol et nous aspirerons ta grandeur. C'est une recommandation. C'est un défi, une devise sur lequel même un militaire au champ de bataille peut mourir pour accomplir cela. Sur lequel chaque Congolais, dans tous les domaines de la vie sociale, se retrouve. Il vit avec cette devise dans son cœur, que nous n'allons pas seulement peupler ton sol, mais nous peuplerons ton sol, mais nous assurerons ta grandeur. Ça veut dire que le Congo est grand. Si nous disons que nous assurerons ta grandeur, ça veut dire déjà que d'emblée, nous reconnaissons d'emblée que le Congo est grand. Et personne n'ignore que le Congo est grand dans son potentiel. C'est la nation de toutes les nations de l'Afrique qui se retrouve au cœur de l'Afrique, au centre de l'Afrique. Quand vous prenez le globe terrestre et que vous remarquez l'emplacement du Congo, c'est exactement l'hémisphère passe au milieu. Hein? Oui. Alors, c'est exactement au centre de l'Afrique. C'est une nation qui est non seulement au centre de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, il est au centre du monde. Le globe terrestre, si vous voulez le regarder, vous allez voir l'emplacement du Congo. C'est un pays stratégique. Alors, c'est ça la grandeur. Et un autre aspect de la grandeur que j'aimerais que les ontologues, ceux qui nous suivent, des millions de Congolais qui nous suivent, qui soient informés sur en fait, le véritable statut de leur nation, qui est leur statut, qui est leur niveau. En fin de compte, non seulement il est au centre de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, au cœur des événements politiques. Vous voyez, non seulement cela, il renferme dans son sol les trésors de l'humanité. C'est la terre la plus riche. Je parle de la grandeur du Congo en tant que nation. Et tout cela a été déposé pour un défi, pour réaliser un défi. Se retrouver au cœur de l'Afrique, au centre de l'Afrique, en même temps au centre du monde, et en même temps régorger les trésors de l'humanité tout entière dans son sol. Évidemment, automatiquement, cela a été fait à dessein. C'est plus qu'il y a un défi. Cette nation a un grand défi à relever et qui n'a pas encore été relevé par le peuple congolais, ce qui se considère, c'est ça le plus grand problème, c'est ça le conflit du Congo. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Et allons brièvement, parce que là vous êtes trop lent et parfois je me perds. Alors j'aimerais qu'on partage vraiment. Absolument. Alors vous avez parlé de la civilisation. Alors j'aimerais quand même comprendre, quand vous parlez de la civilisation, qu'est-ce qu'on entend par la civilisation? Brièvement, qu'est-ce qu'on entend par la civilisation? Vous avez parlé de la grandeur de la RDC, premièrement vous avez mentionné la grandeur en superficie, vous avez aussi mentionné la grandeur par rapport aux richesses qui se trouvent dans le pays. Mais on va y revenir, mais j'aimerais quand même aussi savoir c'est quoi la civilisation pour nos internautes qui nous suivent. Quand je parle de la civilisation, je parle de devenir une nation civilisation. Okay. Je vais parler de deux choses. Devenir une nation civilisation. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que je voulais dire? C'est en fait être une nation qui est entrée dans l'histoire, être une nation qui est arrivée à la capacité de transposer sa science, sa connaissance, en fait de transposer au bénéfice de l'humanité ce génie créatus qui vient de sa culture. Alors, arriver à développer cette culture du développement à un degré d'abord de la consommation universelle est devenu comme une école sur laquelle on s'inspire dans le plan de la civilisation. C'est ça, être une nation, civilisation. Tel que vous voyez aujourd'hui la Chine, la France, en fin de compte, qui sont arrivés à ce degré-là, de devenir une nation civilisation. Une nation qui, en fin de compte, inspire d'autres nations sur le valeur de la civilisation
la technologie, la science, et la politique et tout ce qui concerne justement l'épanouissement de l'univers. Cette nation vous apporte des valeurs fondamentales de l'édification du monde, propre à sa culture. Propre à sa culture. Voilà. Ok, j'ai très bien compris. Vous avez vraiment bien épinglé les points d'une nation, civilisation. Alors, j'aimerais quand même aussi comprendre, si on doit, j'ai entendu, vous avez mis une petite comparaison, la Chine, la France, qu'est-ce qui empêche au Congo d'être une nation civilisation? Très bonne question. Qu'est-ce qui empêche au Congo? J'aimerais que les internautes qui nous écoutent prêtent vraiment attention à la réponse. C'est très important. Très important. Qu'est-ce qui empêche cette nation d'entrer dans l'histoire de devenir une nation civilisation? Qu'est-ce qui empêche? J'aimerais dire ceci, que le Congo est un pays appelé à la grandeur, mais qui n'a pas été préparé pour la grandeur. Je répète encore. La préparation. Tout dépend de l'encadrement que vous avez des autres parents quand vous naissez au monde. Les parents ont un grand devoir, responsabilité. Non seulement de mettre les enfants au monde, après de les encadrer, de les préparer à la vie, à devenir responsables. Mais ici, il est question de parler de parents qui étaient des tuteurs. Je parle ici des colonisateurs belges, qui étaient nos tuteurs. Et qui n'ont pas fait le travail que des parents normaux devaient faire. C'est de préparer l'enfant à la vie. Et quand vous lisez dans l'histoire politique, vous allez lire ce que le leadership belge avait déclaré. Il dit, pas d'élite, pas de problème. C'était leur devise. Ceux qui nous ont colonisés, nos tuteurs. Vous savez, la Bible déclare, un héritier, tant qu'il n'a pas encore la maturité, la sagesse, l'intelligence, il ne diffère en rien d'un esclave. Un héritier, l'héritier des terres, le propriétaire des terres, et tant qu'il est encore un enfant, immature, tant qu'il n'a pas encore la maturité de gérer, il ne diffère en rien d'un esclave, et c'est son tuteur qui prend charge de son héritage, qui gère son héritage. En fait, ici, je voulais parler du Congo, puisqu'il est question du défi du Congo. Pourquoi le Congo n'arrive pas à réaliser son défi, devenir une nation civilisation, devenir le centre de rayonnement de l'Afrique, comme Patrice Lumumba l'avait dit, devenir le centre de rayonnement de l'Afrique? Comment il n'arrive pas, malgré tous ses potentiels? Il a sous son sol la richesse du monde entier. Il se place au cœur de l'Afrique et au cœur du monde. C'est une nation absolument stratégique, appelée à une grande dimension et surtout à un grand destin. Vous voyez? Alors, je disais que j'aimerais que ceux qui nous suivent, qui sont en France, en Belgique, au Congo, un peu partout, comme ça suivent parfaitement très bien ce que je dis. C'est très important. Ils comprendront les véritables conflits. Quand vous parlez, pourquoi ils n'arrivent pas à devenir une civilisation, moi je réponds qu'il y a un conflit entre l'idéal congolais, qui est l'idéal africain, et l'idéal de la métropole, de l'Occident. L'Occident voudrait que le Congo soit le tiroir d'exploitation, vous voyez, de ressources occidentales, pendant que le Congolais ou l'Africain voudrait que le Congo, qui est la gâchette de l'Afrique, soit le bastion de développement de l'Afrique. Vous voyez? Ok, mais est-ce que j'aimerais aussi quand même comprendre, pensez-vous que c'est parce que c'est, vous avez mentionné ça au début aussi, je voulais y revenir, la grandeur.
parlant de la superficie, pensez-vous que c'est aussi la cause? Parce qu'il y a des pays qui sont plus petits, prenons l'exemple de la France, elle est petite et on voit les choses qui évoluent. Et parlons de la RDC, pensez-vous que la superficie, la grandeur du pays peut-elle être un problème? C'est là où je voudrais répondre. Malheureusement, vous ne m'avez pas laissé le temps de pouvoir finir en réponse. Alors, je disais ici que, en fait, il y a un paradoxe. Vous comprenez? Oui. Le problème n'est pas d'abord extérieur. Le problème est d'abord intérieur. Dans le plan de la responsabilité. Dans le plan qu'on dit to qualify. Vous comprenez? Oui. C'est dans ce plan-là qu'il se pose le problème. Il y a un conflit entre la grandeur du Congo, comme je l'expliquais ici, sa superficie, son potentiel, sa grandeur, et la conscience de l'homme congolais. Okay. Donc, le conflit, c'est celui-là. Le conflit du Congo, ce n'est pas d'abord le Rwandais, ce n'est pas d'abord les Américains, les Français, non. C'est ce conflit qui est entre la grandeur de la nation et la petitesse de la conscience de ce peuple qui est appelé à porter la nation. Hein? C'est ça le grand problème. Le problème se trouve au niveau du gérant, hein? De l'héritier, hein? Qui est incapable de gérer son héritage. Mais pourquoi? Comme j'avais dit, il n'a pas été préparé à gérer son héritage. Pourquoi? Puisqu'on voudrait qu'il soit un bébé éternel, enfin qu'on puisse l'allaiter tous les jours, et que les autres qui ont intérêt à ces fortunes, à cette richesse, puissent profiter de cela perpétuellement. C'est ça le grand conflit qui fait que le défi de Congo n'arrive pas à se réaliser facilement. J'ai aussi capté notre point. Merci beaucoup pour cette merveilleuse réponse. J'aimerais quand même comprendre aussi quelque chose. Lorsque vous parlez il y a les conflits et vous avez parlé de l'héritage, genre l'héritier, et ceux qui nous ont précédés ou ceux qui ont précédé n'ont pas bien enseigné ou n'ont pas bien donné les notions, n'ont pas bien préparé la nation. Et aujourd'hui, pouvons-nous dire qu'il est trop tard ou on a une possibilité de récupérer, si je dois appeler ça un retard que nous sommes en train de subir? Alors, il faut d'abord reconnaître une chose. J'aimerais un peu regarder un peu en face ceux qui nous suivent. Hein. Or, il faut comprendre aussi ce qui est réel. Nous nous trouvons dans une situation aujourd'hui d'un pays qui est en guerre, n'est-ce pas? Parce qu'il faut aussi actualiser notre vie. Hein. Nous nous trouvons dans une réalité d'une nation qui est en guerre, une nation qui est pillée, une nation qui n'a pas de frontières, une nation qui n'a pas un peuple capable de pouvoir répondre, réagir face au pillage, face aux n'importe comment. Une nation qui n'a même pas une armée, vous comprenez? Une nation qui n'a pas de banque. Une nation qui n'a pas d'armée, qui s'est protégée, qui n'a pas de frontières, une nation qui n'a pas d'administration, une nation qui n'a pas de politiciens, une nation qui, enfin, n'a pas même de banque. Vous comprenez? Enfin, une nation qui n'existe pas complètement, qui n'est qu'un trou d'exploitation. Comment nous sommes retrouvés à ce niveau-là? D'abord ça. Et nous savons aujourd'hui que la nation congolaise est en guerre. Et cette guerre qui est en train de décimer notre population nous amène à la balkanisation que tout le monde, justement, qui nous suit, est en train de craindre. Mais cette situation a été préparée il y a 30 ans. Absolument. Cela a été préparé par les métropoles il y a 30 ans. Arrivé à telle période, 30 ans, la nation sera tellement écroulée et donnera une possibilité de la balkanisation facilement. Donc c'est un plan qui a été poursuivi étape par étape. On évoluait avec ces plans-là. Vous savez, si vous suivez une vidéo que le maréchal Mobutu avait laissé, hein, un héritage, hein, une sorte d'héritage politique où il ouvrait l'intelligence à son peuple. Mobutu connaissait ce qui allait arriver. Avant de mourir, il avait appelé ses conseillers
l'un de ses opposants qui est devenu son conseiller plus tard, et il lui a ouvert son cœur, puisqu'il aimait son peuple aussi. Et enfin, il lui a expliqué ce qui devait arriver au Congo. Il lui a expliqué la raison même de sa disparition prochaine. Alors, à cette époque-là, Mobutu, sachant qu'il allait mourir, il ne voulait pas laisser sa nation, son peuple, sans héritage, sans information de ce qui allait arriver. Alors, il a révélé cette vérité à cet homme-là, Bandoma. Alors, quand il a révélé ces vérités, il lui a expliqué ce qui allait arriver au Congo. Qu'il y a un plan qui est tourdu depuis très longtemps. C'est la raison sur laquelle on l'a fait partir. Il y a un plan, ce plan, c'est la balkanisation du Congo. Ce plan a été préparé il y a 30 ans et évolue étape par étape, année après année, phase après phase. Et que nous sommes arrivés aujourd'hui à l'une des phases les plus importantes de la balkanisation. En fin de compte, c'est ça. Vous voyez? Donc c'est une nation, comme je disais, appelée à la grandeur, mais qui n'a pas été préparée à la grandeur, mais qui a été préparée à l'exploitation. Voilà la vérité. Et voilà la raison sur laquelle on a tout fait pour neutraliser l'élite politique. Tout le monde sait aujourd'hui que la crise du Congo, c'est la crise de l'homme congolais. Il y a même un département, je me suis vu, sur le gouvernement de Félix, un département on appelle ce département changement de mentalité. Vous voyez? C'est que même les officiels, même les autorités, même le gouvernement, même chaque Congolais comprend que le plus grand problème du Congo, c'est la conscience. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La métropole, ceux qui devaient exploiter le Congo, fait du Congo perpétuellement un tiroir d'exploitation pour le développement de l'Occident. Le métropole a dressé une stratégie simple. Ils se sont dit, nous voulons exploiter cette nation, non seulement abusivement. Nous voulons avoir la main sur l'argent du Congo d'une façon colossale. Alors, nous n'avons pas besoin de Congolais, mais nous avons besoin des richesses du Congo. Voilà. Avant de continuer, j'ai un autre point. Oui. Mais avant qu'on puisse continuer ce point, j'aimerais qu'on puisse avoir un petit moment de pause avec Monsieur Prince. Oui. En ces temps, on sera en train de suivre une petite publicité qui nous sera présentée. Merci beaucoup. On revient dans quelques minutes. Plus besoin de vous déplacer pour faire vos achats en Afrique du Sud, car EBI FM est à votre disposition pour vous faciliter la tâche. Nous couvrons des domaines suivants: fourniture de maison, matériaux de construction, appareils électroménagers, appareils électroniques, équipements de bureau, équipements de dispensaire et bien d'autres choses. N'hésitez pas de nous contacter au numéro suivant 00 27 78 74 82 606. Sans plus tarder, commencez vos achats maintenant. Merci beaucoup pour cette petite pause et pour la publicité qui venait à peine de passer. Nous allons reprendre avec notre bon topic sur les défis du Congo avec Monsieur Prince. Alors, en expliquant, j'ai été captivé par quelque chose. Vous avez parlé des conflits. Oui, voilà. Alors, je vais essayer de comprendre. Vous avez mentionné les conflits. Ces conflits-là est-elle causés par les gens du dehors du pays ou les gens à l'intérieur? Pourquoi je pose cette question? Parce que vous avez parlé de les Occidentaux qui veulent les choses, qui veulent exploiter le pays. Mais est-ce que c'est eux qui amènent les malentendus entre nous ou entre Congolais, ou encore les malentendus, c'est parce que nous, entre nous, étant citoyens du pays, nous voulions des profits différents. Merci beaucoup. Je voudrais répondre à cette question. Je vous ai parlé ici de la réalité d'un tuteur qui a la responsabilité d'encadrer un enfant et de le préparer à l'avenir, à la responsabilité. Que demain, l'enfant soit capable d'avoir sa propre maison, gère ses affaires, son héritage. Ce qui n'a pas été le cas avec nos tuteurs, que moi je parle de la Belgique.
Les Belges n'ont pas fait le travail dans ce sens-là. La Belgique, qui représentait l'Occident et l'intérêt de l'Occident, ont travaillé dans le sens de pérenniser l'intérêt de l'Occident sur l'héritage congolais. J'ai dit ici, afin que le Congo soit le tiroir d'exploitation du développement de l'Europe. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire sur ça? Ici, je parle du conflit extérieur. Notre tuteur, le Belge, la Belgique, c'est un agent extérieur. Vous voyez? Oui. Or, les restes maintenant, c'est la conséquence de ce qui a été fait. Vous avez la réalité de la colonisation, qui faussement n'a pas été un travail ou une valeur d'amener une nation à la civilisation. Non. La colonisation était un système d'exploitation, un système d'oppression, tout simplement. Vous voyez? Il y a ici une conspiration, une escroquerie. Ouais. Bref, ce que nous vivons aujourd'hui, notre niveau de mentalité, ce que nous vivons aujourd'hui, cette réalité que le Congolais développe une conscience inférieure face au destin de sa nation. Que je dis, je résumais, le Congo est grand, mais le Congolais est petit dans sa conscience. C'est ça le conscience. Alors, ce qui a amené le Congolais à être petit dans sa conscience, c'est le travail que le tuteur a fait. Bon, je dis ici que le tuteur n'a pas préparé le prince congolais à gérer son héritage, son royaume. Non. Et le Congolais ressemble à un prince qui est né en captivité. Un prince né en captivité. Il a le sang royal dans ses veines qui coule. Mais il a une conscience d'esclave, une mentalité de sous-homme. Pourquoi? Parce qu'il a évolué dans un environnement d'esclavagisme, dans un environnement d'oppression, où, pour qu'il soit esclave, on devait lui enlever sa conscience de grandeur, sa conscience royale, sa mémoire qu'il était un prince, le faire croire que c'était un esclave. En réaction, automatiquement, au fil des années, il se comporte maintenant comme un esclave. Il devient un être soumis. C'est comme ça, la Bible déclare que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et prendre le bien de cet homme fort si au préalable, il n'a pas lié l'homme fort. S'il a lié l'homme fort au préalable, alors il peut avoir accès à l'héritage ou au bien de cet homme fort à l'intérieur de la maison. Il prend tout. Donc le travail fait par nos tuteurs était de lier l'homme fort. Lier, c'est un terme, ça veut dire que détruire la conscience de l'homme fort. Oui, fomenter une conscience d'esclave, d'exploiter. Et c'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Après les indépendances politiques, on devait passer par un renouvellement de l'intelligence, la réforme de la société congolaise. Ce qui a été fait en Afrique du Sud ici. Après l'apartheid, vous avez vu, on a changé les émissions télévisées, le programme de télévision, la rééducation a pris place. Le peuple de Dieu, quand il a grandi en Égypte, ils ont développé une mentalité d'esclave en Égypte. Je ne parle pas d'Israël. Oui. Mais Dieu a voulu qu'il passe par le désert. Vous voyez, oui. Afin d'être réformé dans la conscience, d'avoir une intelligence renouvelée. On n'entre pas dans la terre promise avec une mémoire d'esclave. Vous voyez? Oui. Donc ici, il y a un besoin de réforme de mentalité du peuple congolais. Afin qu'il retrouve, qu'il jette la mentalité d'esclave et qu'il puisse avoir le manteau ou la culture, la mentalité de prince. Merci. C'est ça la réforme de la conscience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère qu'on est en train de faire cette découverte avec moi. Le Congolais est un prince. Oui. Bon, on va y revenir. Mais pour le moment, j'aimerais quand même savoir comment on peut y remédier à ce problème. Comment redevenir cette nation civilisation? Merci beaucoup. Vous voyez, Nelson Mandela avait dit un jour,
une chose très importante. La clé de la liberté, c'est l'éducation. Il ne faut pas confondre entre la liberté et le libertinage ou l'absence de l'éducation. Vous voyez, Mandela dit cela. La vraie liberté, c'est l'éducation. Puisque un homme peut naître prince, mais s'il n'a pas la culture du prince, s'il n'a pas été formé à vivre comme un prince, il vivra comme un esclave. Vous voyez, la vraie liberté, c'est l'éducation. Je répète, la clé de la libération du Congo passait par l'éducation. Je parle de l'éducation de l'homme congolais, la réforme de la conscience de l'homme congolais. C'est un. Et surtout, ceux qui vont vraiment libérer le Congo, je disais ici en cours de route, que ceux qui vont libérer vraiment le Congo, ce sont les éducateurs sociaux. Okay. Je répète. Alors, vous voyez, il y a une réalité criante. Libérer un peuple ignorant, ressemble à montrer le chemin à un aveugle. Libérer un peuple ignorant ressemble à montrer le chemin à un aveugle. Un aveugle, tu peux bon lui montrer le chemin, mais il ne voit pas le chemin, puisqu'il est aveugle. Tu ne peux pas prétendre libérer un peuple qui ne comprend pas la valeur de la liberté. Tu ne peux pas prétendre libérer un peuple qui ne comprend pas la valeur, par exemple, du développement. La valeur, par exemple, de culture du développement. Tu ne peux pas libérer un peuple qui n'a pas encore compris la valeur de la liberté, comme j'ai dit. Il faut qu'il comprenne la valeur de la liberté, elle est bien fondée. Qu'est-ce qu'il gagne dans la liberté? Quand il comprend la valeur de la liberté, il se battra pour la liberté. Ben, Monsieur Prince, sans vouloir intervenir, et non seulement cela, okay. La valeur de la terre. Quand un peuple n'a pas encore compris la valeur de la terre, que la terre, c'est l'un des plus grands dons, avant tout le don que Dieu a donné à l'homme. La Bible, qui est notre livre de référence, nous parle de la terre promise. Le plus grand don que Dieu donne à l'homme, c'est la terre. Puisque c'est la terre qui décide de votre élévation. C'est la terre, en fin de compte, qui renferme votre vie et votre survie. Merci. Ici, c'est une crise de conscience, voilà. Exactement, c'est là où j'étais en train d'aller par rapport à la conscience. Oui. Je voulais quand même comprendre, essayer de faire comprendre à tout le monde, tous ceux qui sont en train de nous suivre. Vous avez illustré par un exemple disant, vous ne pouvez pas montrer le chemin à quelqu'un qui est aveugle. Et vous référez cet aveuglement par la conscience, n'est-ce pas? Alors, comment ouvrir, si je dois mettre ça dans ce sens, comment ouvrir les yeux? Comment enlever cette inconscience? Parce que de nos jours, tous on veut que le Congo aille de l'avant. Tous on veut que le Congo ait l'excellence. Alors, j'aimerais aussi qu'on puisse comprendre. Vous avez tapé juste, vous savez, nous avons aujourd'hui une structure éducationnelle qu'on appelle l'école. Vous voyez, l'école. Le leadership de la France ne vient pas par hasard. Je parle ici que le vrai conflit du Congo, c'est l'absence de leadership d'excellence. C'est le leadership d'excellence qui se résume au terme que nous connaissons, l'élite. Tout le monde vous dira que le Congo, c'est un bon pays, mais la politique du Congo n'est pas bonne. Congo is nice, but the Congolese politics is not good. Vous voyez? Et tout le monde vous dira qu'en fin de compte, la crise congolaise, c'est une crise de leadership. C'est une crise de leadership. En fait, ceux qui se sont substitués comme étant les représentants du peuple, la porte-parole du peuple.
le ministre, ceux qui sont dans le gouvernement, enfin, ceux qui forment le gouvernement, ceux qui gèrent la nation dans le plan politique. C'est là où se trouve le problème. Okay. Vous voyez? Oui. Alors, quand je disais justement que libérer un peuple ignorant, c'est comme montrer le chemin à un aveugle. Vous voyez? Oui. Je disais ici que le leadership conscient de la France n'est pas né de hasard. C'est une idéologie. Ouais. Je parle de l'importance de la mise en place des écoles idéologiques, des cadres idéologiques. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un cadre idéologique. Puisque la valeur d'un homme est égale à la valeur de sa conscience, la valeur d'un homme est égale à la valeur de son idéal. Vous voyez, arriver à transcender l'âme d'un peuple, l'amener à se positionner par rapport à la grandeur de la mission de sa nation. C'est ça le travail que nous devons faire. Amener les Congolais à répondre aux défis du Congo. Faire du Congo, justement, une nation civilisation. Ça demande une certaine grandeur d'esprit. Alors, une école de conscience, comme nous sommes en train de faire, une école de réforme de la société, où peuvent naître nos élites, ceux qui vont gérer demain. Je vous dis, ceci, la gérance n'est pas une petite chose. Pour gérer toute une nation, il faut préparer. Il faut avoir une structure où on prépare les gens qui gèrent les nations demain. Il ne faut pas qu'on soit une nation qui se réveille comme ça le matin. Même un Surer devient chef d'État. Même un Tchékouleur devient chef d'État. N'importe qui devient chef d'État. Ça, c'est un sacrilège. Alors, attends, je termine un peu. Je crois que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Ceci est un cas de réforme de la conscience de l'homme. Un cadre où nous prêchons une philosophie de la grandeur. C'est ça. Clever Click a très bien fait de pouvoir nous donner une opportunité pareille. Hein? Oui, oui. Merci à Clever Click. On vous remercie déjà. Absolument. Merci à Clever Click. J'aimerais quand même vous toucher beaucoup de points. Alors, je n'aimerais pas toucher le tout, mais je pense que je vais essayer de voir, d'aider tout le monde afin que nous puissions toucher à ce qui est vraiment essentiel. Vous parlez du cadre. Oui. Vous avez parlé du Congolais qui est un prince. Alors, je vais prendre les deux, mais je vais commencer par un. Si je peux avoir à faute de temps, si on peut avoir des réponses plus rapides, comme ça on ait le temps de toucher les petits points que vous avez mentionnés. Vous parlez du cadre. Aujourd'hui, nous verrons qu'au Congo, il y a des écoles. On n'a pas un manque d'écoles. On a des universités. Il y a à ma connaissance, il y a ceux qui quittent des pays étrangers pour aller étudier au Congo aussi. Alors, j'aimerais savoir, quel est ce cadre-là qu'on doit amener, l'autre cadre? Parce qu'on a déjà des cadres. Il y a des gens qui finissent, après 5 ans, ils font l'université, ils font un cursus normal. Mais après, lorsqu'on lui donne une responsabilité, la personne agit de la même façon, comme s'il était inconscient. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Merci beaucoup. Vous voyez, quand vous parlez que nous avons des écoles, tout dépend du programme qu'on donne à ces écoles. Ok, oui, oui. Nous sommes un peuple appelé à la grandeur. J'expliquais en quoi nous sommes appelés à la grandeur. La position centrale, stratégique qu'occupe notre nation et notre responsabilité à se hisser au niveau de la hauteur de gérer cette nation, de l'amener à devenir une nation civilisée au cœur de l'Afrique. Donc nous ne sommes pas n'importe quel pays, nous ne sommes pas n'importe quelle nation. Vous voyez, Oui. Il faut une éducation, une formation particulière par rapport à notre mission, à notre position stratégique particulière. Vous voyez? Oui. Alors, vous parlez de l'école, bien sûr, mais il faut une école, qu'est-ce que je pourrais dire? Une école particulièrement établie par rapport aux besoins de la conscience du Congolais. Il y a 2 éléments importants. Il ne faut pas confondre entre l'intellectualisme, vous comprenez, et la conscience. L'homme a l'intelligence,
et la lame. La différence, c'est laquelle? Il peut avoir l'intelligence, mais une âme corrompue, une âme ignorante. Le grand problème que nous avons de ce côté-là. Vous voyez? Un prince n'est pas un prince par hasard. Notre école, c'est pour compléter l'école scientifique qui est faite sur place. L'école intellectuelle qui existe. Mais une école de conscience. Une école où nous amenons le Congolais à avoir des valeurs, à revêtir les valeurs du véritable prince. Les valeurs de la dignité, de la transcendance. Vous voyez? Un exemple très simple. On amène, c'était à Bujumbura, non, c'était à l'époque de l'AFDER, quand ils entraient justement à Goma. On attrape un Congolais avec sa famille. Et le Rwandais nous dit, bon écoutez, on vous donne un choix. Si vous voulez qu'on vous lâche, on ne vous tue pas, couchez avec votre maman. Et après, on va vous laisser, on ne va pas vous tuer. Si vous voulez qu'on vous donne la vie sauve. Il y avait deux Congolais. Le premier, il tremblote. Il enlève sa culotte. Il couche avec sa maman. Et dès qu'il termine, on la bat toujours. Alors, on va prendre l'autre qui n'avait pas vu la scène. On lui dit, si vous voulez qu'on vous laisse la vie sauve, qu'on ne vous tue pas, couchez avec votre maman. Alors, dès que vous le faites, on vous laisse, on va vous tuer. L'autre dit, je préfère que vous me tuiez. Je voudrais donner l'impression à ma maman que je suis digne qu'elle m'a mise au monde. Je veux que vous me tuiez devant ma maman, mais je ne le ferai pas. Alors, les autres étaient très étonnés avec ça. Cette réaction d'un véritable prince. Quoi? Et ça, c'est la dignité. Il préfère mourir, mais ne pas faire ce qui est absolument indigne. Vous voyez? Il est mort, il a fait un choix des valeurs. D'où est venu cela? Ce n'est pas une formation, une culture de l'âme, la transcendance de l'âme. Avoir le sang du sacré. Vous comprenez? Un homme doit avoir le sang du sacré. La terre est sacrée. La terre congolaise est sacrée. Cet homme-là n'a pas fait cela. On l'a tué quand même. Mais donner à une mort une signification. Vous comprenez? Alors, c'est là où je voudrais dire de ne jamais trahir la nation, de ne jamais trahir le Congo. Et le code d'excellence que nous sommes en train de faire, c'est pour amener le Congolais à être un véritable prince, capable de pouvoir gérer sa nation, capable de pouvoir faire la différence et de voir au-delà de l'argent, que l'argent n'est pas tout comme idéal. Il y a des valeurs plus importantes, plus que l'argent. Donc, c'est cette école de nation d'excellence, de grandeur que nous sommes en train de pouvoir établir ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci beaucoup pour les exemples et les points que vous avez donnés. Je vais revenir sur un point que vous avez plus touché, que le Congolais était un prince. Alors, je suis quand même tiqué par le mot prince. Quand vous parlez que le Congolais est un prince, et lorsqu'on voit, on parle du défi du Congo. On parle comme d'un problème, mais dans ce problème, vous parlez de quelque chose de spécial. Lorsqu'on regarde un prince, et lorsqu'on regarde le Congo aujourd'hui, c'est comme deux choses qui ne vont pas sur le même chemin. C'est paradoxe. C'est paradoxe, voilà. Alors, j'aimerais essayer de comprendre. Quand vous parlez de prince, c'est comme une image que vous nous donnez qu'on devrait avoir du Congolais, entre parenthèses. Alors, mais lorsqu'on le regarde maintenant, on ne voit pas le prince en lui. On ne voit pas le prince dans le Congo. Alors, comment... Je vais essayer en fait de comprendre le mot prince quand vous parlez et par rapport au défi, le prince, c'est un peu plus... Merci beaucoup. Je crois que j'aimerais parler... On a toujours dit la nature nous enseigne. Vous voyez? Je vais parler par quelque chose qui est naturel. Laissez marcher un Congolais dans la rue.
observe-les. La manière dont ils marchent. Et laissez marcher un Mozambicain, un Malawi, dans la rue. Regardez leur démarche. Vous allez voir que la manière que le Congolais marche, par instinct, il marche d'une façon majestueuse. Vous sentez qu'il a cette conscience quelque part, par le subconscient. Et c'est là, tout Congolais qui me suit à cet instant précis, il sait que c'est la vérité. Même les Sud-Africains nous remarquent par notre démarche. Oui. Alors, le conflit, le problème est dans quel niveau? On n'a pas développé en lui la culture des princes, la conscience des princes, la philosophie des princes. Il faut une philosophie. La conscience est forgée par une philosophie. Vous voyez? C'est ce que je voulais vous dire. Donc, le Congolais est un prince. Avoir sous ses pieds comme héritage les trésors de toute l'humanité, on ne peut être qu'un prince. Puisque la richesse est l'apanage des princes. Vous voyez? Oui. La grandeur de la richesse du Congo nous appelle à la grandeur. Et il n'y a pas un titre plus élevé de la société que le titre de prince. Les princes, ce sont des propriétaires de terres. Vous voyez? Oui. Et nous avons la terre la plus riche du monde. Le Congolais est un prince. Le sang royal coule dans ses veines. Vous voyez? Oui. Mais un prince qui est né en captivité. Voilà. Un prince qui est né en captivité. Le travail à faire, c'est de l'enlever la mentalité de la captivité. Un prince né dans un environnement d'esclave. Le travail à faire, c'est de lui enlever cette mentalité d'esclave qu'il a héritée à cause de l'environnement où il a vécu. C'est ça. Et former maintenant un autre homme, un autre Congolais, qui comprend que le Congo n'est pas un pays ordinaire. C'est un pays stratégique. Qui comprend que le Congo, non seulement c'est un pays qui n'est pas ordinaire, le Congo est appelé un paradis. Oui, mais un prince qui comprend l'importance d'être fort, d'être un homme capable de protéger son héritage, élever son niveau. C'est ça, ces princes qu'on a besoin. Merci beaucoup pour cette, si j'étais à l'église, j'allais dire une très belle révélation. Merci beaucoup. Et il nous reste quelques minutes avant de finir notre émission. Alors, en conclusion, j'aimerais quand même juste que vous puissiez nous dire quel est votre conseil, brièvement, aux autorités qui sont là maintenant. Pas seulement les autorités, nous tous, étudiants, élèves, parents, qu'est-ce qu'on peut faire pour relever au défi et aider le Congo vraiment à reprendre, enlever l'ignorance et à reprendre le titre de prince? Le conseil que j'aimerais donner est d'abord individuel. Je n'aimerais pas parler dans les plans politiques, non. Je parle d'abord au peuple congolais, dans un cadre personnel en tant que peuple. Je voudrais que ce message où nous avons révélé que le Congolais est un prince, en expliquant clairement en quoi il est prince. Placé au centre de l'Afrique, au centre de l'univers, il est un peuple stratégique. Il est le doigt de la gâchette. Ça veut dire qu'il est un peuple, le catalyseur de la force africaine. C'est un prince. Avoir tous les traits de l'humanité sous sa terre, c'est un prince. Vous voyez, j'aimerais que tous ceux qui me suivent puissent intérioriser ça en eux et qui s'identifient à ces princes-là. Et que cela produit une révolte intérieure quand ils vivent la situation où ils vivent comme des esclaves. Vous comprenez? C'est cette révolution intérieure, cette injustice-là. Comment je suis un prince? Comment je suis un enfant du roi? Je devais absolument hériter de la telle, exploiter, vivre
par rapport à l'héritage riche qu'on m'a donné par mon père, mais comment je vis la vie d'un esclave. On m'amène au ciel le plus bas de la pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes le modèle de la médiocrité. Comment? J'aimerais que cela puisse produire dans chaque Congolais une révolte intérieure avant de venir une révolution de la rue. C'est ce que j'aimerais dire. Vous voyez? Donc, j'ai compris alors, enfin la conclusion dans tout cela, c'est que d'abord un Congolais partout, les femmes ou hommes, se révoltent intérieurement. Vous voyez? Et disent que je n'aimerais plus jamais être le peuple le plus pauvre dans un pays le plus riche. Vous voyez? C'est ce que je voulais dire. Que cela soit une devise pour chaque Congolais. Pas seulement chez les politiciens, mais dans l'homme congolais. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Monsieur Prince. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Merci. Merci. Nous espérons encore vous avoir prochainement. Nous parlerons d'autres sujets ou pourquoi pas aller en profondeur par rapport aux défis du Congo parce qu'il y a beaucoup de points que vous avez mentionnés qu'on n'a pas pu toucher. Mais merci. Merci pour notre invité qui était là. Mais une chose que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que M. Prince nous a parlé d'être un prince. Et il a parlé aussi de la révolution. Essayons d'apprendre, essayons de faire des recherches, essayons de recultiver notre connaissance afin que nous puissions avoir cette connaissance sur l'état qu'on est étant prince. Merci encore une fois. À la prochaine.